La neige tombe sur Sébastopol. Décembre 1941, la température avoisine les moins 15 degrés. Un officier allemand porte ses jumelles à ses yeux pour scruter l'immeuble en ruine, à 800 mètres de distance. Il cherche la tireuse embusquée qui a abattu 7 de ses hommes ce matin. 7 tirs à la tête. 7 cadavres qui refroidissent dans la neige. Il ne la repère pas. Elle se trouve 18 mètres à sa gauche, allongée dans l'encadrement d'une fenêtre éventrée, son fusil posé fermement sur un sac de sable, le réticule aligné sur son front. Elle expire doucement. Le monde se resserre entre 2 battements de cœur. L'officier abaisse ses jumelles, se tourne pour adresser quelques mots à son sergent. Il sourit, sans doute pour lancer une plaisanterie, persuadé d'être en sécurité. Il commande 200 hommes dans ce secteur. Des nids de mitrailleuses, un appui d'artillerie, la suprématie aérienne. Que peut bien faire une seule sniper soviétique face à toute la Wehrmacht? Elle presse la détente. Le Mosin Nagant recule contre son épaule. La tête de l'officier bascule en arrière. Il s'effondre comme une marionnette dont on aurait tranché les fils. Le sergent plonge à couvert. Trop tard. Elle a déjà engagé la cartouche suivante. Une autre expiration. Une autre pression. 2 tirs. 2 corps. Avant que les Allemands ne localisent sa position, elle a disparu. Elle recule à 4 pattes, au milieu des décombres, se dirigeant vers sa prochaine planque. Elle en éliminera 3 autres aujourd'hui, 4 demain et 6 après-demain. À la fin du siège, elle aura accumulé 309 tués confirmés. 309 soldats allemands qui n'auront jamais vu la femme qui a mis un terme à leur jour. Les nazis dépêcheront leurs meilleurs snipers pour la traquer. Des équipes de tireurs d'élite, des unités entières consacrées à l'élimination d'une seule femme soviétique. Tous échoueront. Elle s'appelle Ludmila Mikhailovna Pavlichenko, la sniper féminine la plus prolifique de l'histoire, la chasseresse de Sébastopol. Et voici comment une étudiante en histoire de 24 ans s'est muée en incarnation de la mort. Comment elle souriait pendant que des soldats allemands périssaient. Comment elle a transformé le front de l'Est en terrain de chasse personnel. Et comment 309 hommes ont appris, trop tard, que sous-estimer une femme est la dernière erreur qu'on commet. Tout cela parce que les nazis croyaient que la guerre n'était pas un jeu pour les femmes. Elle fut couverte d'honneur suprême. Elle reçut le titre de héros de l'Union soviétique et devint la première femme à obtenir l'ordre de Lénine, la jeune fille qui refusait la défaite. Ludmila Mikhailovna Pavlichenko naquit le 12 juillet 1916 à Bila Tserkva, une petite ville située à 80 km au sud de Kiev, en Ukraine. Son père œuvrait dans une usine. Sa mère enseignait, ce qui les plaçait dans la classe moyenne selon les critères soviétiques. Ni riche ni démuni, simplement ordinaire. Rien chez la jeune Ludmila ne laissait présager qu'elle deviendrait une tueuse. Elle était réservée, appliquée aux études, le genre de fille qui préférait les livres aux fêtes. Passionnée d'histoire, des civilisations antiques, des montées et chutes des empires. Elle passait des heures en bibliothèque à dévorer les récits d'Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, ces hommes qui avaient remodelé le monde par la seule force de leur volonté. Jamais elle n'imaginait les rejoindre. À 14 ans, la famille de Ludmila s'installa à Kiev. Grande ville, nouveau lycée, nouveaux défis. Elle voulait se démontrer à elle-même. Un jour, un garçon de sa classe se vante de ses scores au tir au club local Ossoaviakim, la société volontaire de coopération avec l'armée, l'aviation et la flotte. En gros, un programme soviétique pour la jeunesse axé sur les compétences militaires. Le garçon n'arrête pas de se targuer d'être le meilleur tireur du club, de dire que les filles ne savent pas viser, que le tir demande une force et une stabilité réservées aux garçons. Il lance ça en la fixant droit dans les yeux. Erreur fatale. Ludmila ne discute pas, ne se défend pas, ne gaspille pas son souffle en paroles inutiles. Elle s'inscrit simplement au club de tir,
se présente la semaine suivante et empoigne un fusil pour la première fois de sa vie. L'instructeur lui enseigne les rudiments. Contrôle de la respiration, pression sur la détente, alignement des viseurs. Elle tire une balle, rate complètement la cible. Le garçon éclate de rire. Je te l'avais bien dit. Ses copains l'imitent. Regardez la fille qui essaie de tirer. C'est leur spectacle du moment. Elle tire à nouveau. Rate encore. Les rires redoublent. L'instructeur semble gêné pour elle. Peut-être lui conseille-t-il d'essayer autre chose, une activité plus adaptée. Ludmila reste muette, se contente de continuer à tirer. À la fin de la séance, elle touche la cible, pas le centre, loin de là, mais elle l'atteint. Les rires s'éteignent. Le sourire du garçon s'efface. Elle revient la semaine d'après et celle d'encore après. Jour après jour, sans manquer une session, sans prétexte, juste en venant et en tirant. Pluie, neige, canicule, rien ne l'arrête. En 6 mois, elle devient la meilleure du club, surpassant le garçon, l'instructeur, quiconque a franchi ses portes. Elle ne fanfaronne pas, ne se glorifie pas, ne le nargue pas, elle se contente d'apparaître, de viser, de progresser. C'est essentiel. Cela révèle tout de Ludmila Pavlychenko. Elle ne parle pas pour rien, ne pose pas, n'épuise pas son énergie en vain. Quelqu'un la défie, elle le surpasse par le travail. Quelqu'un doute d'elle, elle le démontre faux. En silence, avec méthode, sans faille. À 18 ans, Ludmila est une tireuse confirmée. Meilleur score de sa région. Mais le tir n'est pas sa vocation. Ce n'est qu'un passe-temps, une compétence acquise. Inscrite à l'université de Kiev pour étudier l'histoire, elle aspire à devenir chercheuse, peut-être enseignante comme sa mère. Son existence est toute tracée. Études supérieures, profession stable, famille, une vie ordinaire et sereine. La guerre ne l'attire pas, encore moins tuer. Elle préfère explorer le passé plutôt que d'en forger un tragique. Puis le monde s'embrase, le loup est à la porte. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. L'Union soviétique demeure neutre pour l'instant. Staline et Hitler ont paraphé un pacte de non-agression, le pacte Molotov-Ribbentrop. Ils se partagent l'Europe de l'Est comme un gâteau, mais tous pressentent que cela ne tiendra pas. Hitler et Staline se détestent viscéralement. Ce traité n'est qu'une pause, un arrangement opportun pour gagner du temps. Ludmila continue ses études, ses séances de tir au club les week-ends, sa routine quotidienne. Le conflit se déroule ailleurs, touchant d'autres existences. À Kiev, elle se sent protégée, immergée dans ses livres, son stand de tir et ses ambitions académiques. L'idée de devenir soldate ne l'effleure même pas. Pourquoi le ferait-elle? Les femmes soviétiques ne combattent pas. Elles œuvrent dans les usines, soignent les blessés en tant qu'infirmières ou aides-soignantes. Les postes au front? Impensable, c'est une affaire d'hommes. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, l'Allemagne attaque l'Union soviétique. L'opération Barbarossa, l'invasion militaire la plus massive de l'histoire humaine. 3,8 millions de soldats de l'Axe, 3350 chars, 2770 avions, 7200 pièces d'artillerie. Ils déferlent sur la frontière soviétique tel un raz-de-marée d'acier et de flammes. L'armée rouge s'effondre. Les divisions blindées allemandes perçant les défenses soviétiques comme si elles étaient de carton. En quelques heures, des centaines d'appareils soviétiques flambent au sol. Des milliers de soldats périssent ou sont faits prisonniers. En quelques jours, les Allemands s'emparent de Minsk. En quelques semaines, de Smolensk. Ils foncent vers Moscou, Leningrad, les champs pétrolifères du Caucase. L'Union soviétique agonise, saignant sur un front de 1000 miles. Staline ordonne la mobilisation générale. Tous les citoyens valident au service de la guerre. Les hommes aux lignes de front, les femmes aux usines et hôpitaux. La nation entière jetée dans la bataille pour survivre.
Ludmila Pavlichenko a 24 ans, étudiante en histoire en 4e année. Son seul entraînement militaire se limite au tir récréatif du club. Elle devrait s'engager comme infirmière ou ouvrière d'usine. Un rôle sûr, adapté à une femme. Au lieu de cela, elle se présente dans un bureau de recrutement de l'armée rouge à Kiev. « Je veux être tireuse d'élite », déclare-t-elle à l'officier derrière le comptoir. Il la dévisage comme si elle avait perdu la raison, comme si elle réclamait un voyage sur la Lune. Les snipers, c'est le combat de première ligne. Ramper dans la boue, le sang et les tranchées jonchées de cadavres. Abattre des hommes à 800 mètres pendant qu'ils cherchent à vous éliminer. Ce n'est pas pour les femmes. « Nous avons besoin d'infirmières, » rétorque-t-il d'une voix bienveillante mais résolue. « Vous pouvez soigner les blessés, sauver des vies au lieu d'en ôter. »« Je ne suis pas infirmière, » réplique Ludmila Pavlichenko. « Je suis tireuse émérite. Voici mon certificat de tir. » Elle pousse le document vers lui. Il y jette un œil. Des notes exceptionnelles. Sans doute les meilleures de sa région, mais le tir au stand et le combat n'ont rien de commun. A-t-elle déjà visé un être humain? A-t-elle vu la mort de près? A-t-elle passé 3 jours immobile, sans manger ni dormir, en attente du tir idéal? Non, non et non. L'officier secoue la tête. Hors de question. Il l'affecte à une unité médicale. Ludmila ne se résigne pas. Elle tente sa chance dans un autre bureau de recrutement. Réponse identique. Un autre encore. Toujours la même. 6 bureaux différents. 6 refus. L'argument reste constant. Les femmes ne combattent pas. Elles ne tiendraient pas le choc. Elles mettraient les hommes en danger. Allez soigner. Allez à l'usine. Nulle part près du front. Pourtant, Ludmila Pavlichenko persévère. Elle l'a toujours fait. Pas quand un garçon affirmait qu'elle ne pouvait pas tirer. Pas quand les instructeurs la sous-estimaient. Pas cette fois non plus. Enfin, elle rencontre un recruteur assez désespéré ou ouvert d'esprit pour lui donner une opportunité. « D'accord », concède-t-il. « Tu veux être sniper? Démontre-le. » Il lui tend un fusil. Un vieux Mosin Nagant, le même qu'elle manie depuis des années. Il désigne le pas de tir, touche ses cibles. Prouve que tu sais viser. Ludmila ne tergiverse pas. Pas besoin de s'échauffer, pas besoin d'ajustement. Elle charge l'arme, introduit la cartouche, tire, centre parfait, tire de nouveau. Centre, 5 coups, 5 centres impeccables. Le groupement est si serré qu'une pièce de monnaie le recouvrirait. Les sourcils de l'officier se haussent. Bon, tu touches peut-être des silhouettes en papier, mais sous le feu ennemi? Peux-tu abattre un homme? Peux-tu scruter à travers la lunette, apercevoir un humain et appuyer sur la détente? Je peux tuer un fasciste, affirme Ludmila. Sa voix est ferme. Froide, monsieur, regardez-moi faire. Août 1941. Ludmila Pavlichenko intègre la 25e division d'infanterie de l'armée rouge en tant que tireuse d'élite. On lui attribue un Mosin Nagant modèle 1891/30 avec une lunette PE 4 fois. Pas le fusil de précision le plus avancé au monde. Les Allemands disposent d'optiques supérieures, d'une meilleure ergonomie, d'un poids plus léger. Mais le Mosin est robuste, fiable et précis jusqu'à 800 mètres. Entre de bonnes mains, il devient mortel. Sa première mission concerne la défense d'Odessa, la ville portuaire de la mer Noire. Un emplacement stratégique. Les Allemands la convoitent. Les Soviétiques doivent la conserver. Les combats sont féroces. Guerre urbaine. Quartier par quartier, maison par maison, pièce par pièce. Ludmila n'a jamais tué quiconque. Elle n'a même jamais connu la vraie bataille. C'est une étudiante en histoire de 24 ans, armée d'un fusil. Entourée d'hommes qui doutent de sa place ici. Des soldats qui imaginent qu'elle s'effondrera en larmes à la vue du premier sang. Ils vont bientôt comprendre leur erreur. Son commandant lui adjoint un observateur, un sergent aguerri du nom de Léonide. Il doit l'initier à la survie, à la détection des cibles,
à l'estimation des distances et du vent, à l'art de ne pas périr dès les premières minutes. Il s'installe dans un immeuble dévasté par les bombes, à une fenêtre du 3e étage, dominant une intersection majeure. Des troupes allemandes progressent dans le secteur, se rapprochant des lignes soviétiques. Léonide repère une cible. Un officier allemand à 400 mètres, se déplaçant de gauche à droite, en discussion avec ses hommes, sans doute en train de distribuer des ordres. Une cible de haute valeur. « À toi de jouer, dit-il à Ludmila. Prends ton temps, respire, attends qu'il s'immobilise. » Elle tire. La tête de l'officier allemand se rejette en arrière. Il s'effondre sur le champ, mort avant même de toucher le sol. Tir à la tête, exécution nette. Un seul coup. Léonide la fixe, la bouche s'ouvrant et se fermant, puis s'ouvrant à nouveau. « C'était ta première fois ?» ?»« Oui, » répond Ludmila, tout en actionnant la culasse pour charger une nouvelle cartouche, scrutant déjà les environs à la recherche de la suivante. Pas d'hésitation, pas d'émotion, pas de stupeur face à ce qu'elle vient d'accomplir. Deux autres Allemands traversent l'intersection en courant vers le corps de l'officier, tentant de porter secours. Elle les abat tous les deux. 2 tirs, 2 impacts à la tête. 3 ennemis terrassés en moins de 30 secondes. Léonide est impressionné et vaguement troublé. La plupart des soldats se figent lors de leur premier coup, même les plus chevronnés. Ce instant où l'on mesure qu'on a ôté une vie humaine modifie tout. La plupart ont besoin de temps pour digérer cela, pour l'assimiler. Ludmila reste impassible, sans choc, sans remords, sans plaisir, juste une efficacité glaciale. Elle a éliminé 3 hommes comme si elle visait des silhouettes en carton au stand de tir. Elle a découvert sa vocation. À la fin de la journée, Ludmila totalise 7 victimes confirmées. À la fin de la semaine, 20. À la fin du mois, 36. Les officiers le remarquent. Cette étudiante discrète en histoire décime les Allemands plus vite que des compagnies entières. Elle ne rate pas ses tirs, n'use pas de munitions superflues, n'encourt pas de dangers inutiles, simplement une extermination patiente et systématique. On lui octroie de meilleurs postes, plus d'indépendance. On la laisse sélectionner ses propres objectifs, ses propres stratégies, en se fiant à son discernement. Ludmila affine ses techniques personnelles. Elle ne tire jamais 2 fois du même endroit. Elle évite toute routine. Elle peut patienter des heures pour l'opportunité idéale, des jours si besoin. La patience est son atout majeur. D'autres tireurs s'impatientent, ratent leur coup, se trahissent et périssent. Ludmila observe, analyse l'adversaire, décrypte ses habitudes, ses itinéraires, les zones où il se croit en sécurité. Puis elle frappe. Les Allemands commencent à suspecter la présence d'un sniper soviétique à Odessa. Un redoutable. Des cadavres surgissent sans cesse. Officiers, artilleurs, mitrailleurs, toujours des tirs à la tête, toujours à des distances invraisemblables. Ils déploient des équipes de tireurs d'élite contre snipers, des experts rompus à la traque. 3 snipers allemands débarquent, des professionnels ayant déjà abattu des dizaines d'hommes. Ils ont pourchassé des partisans en Pologne, des résistants en France. Ils maîtrisent leur art. Ils s'établissent en vantage-point, surplombant les zones présumées du sniper soviétique. Ils guettent, stoïques, experts, préparés. Ludmila les élimine tous les 3, un tir par un. Elles surpassent leurs compétences. Plus vives, plus astucieuses, plus endurantes dans l'attente. La nouvelle se propage le long des lignes allemandes. Un sniper soviétique sévit à Odessa, peut-être une femme. La rumeur prétend qu'elle sourit en tuant. Les Allemands y voient de la propagande, des mensonges bolcheviques pour soutenir le moral. Aucune femme ne saurait ôter tant de vies. Ils se trompent, là aussi. Octobre 1941, le siège d'Odessa s'achève. Les Soviétiques ne peuvent plus tenir la cité. Les Allemands sont trop puissants. Trop d'hommes, trop de canons. L'armée rouge évacue. Elle transfère les défenseurs par mer,
vers Sébastopol, en Crimée. Un autre port, un autre blocus. Le cycle se reproduit. Ludmila arrive à Sébastopol avec 83 confirmations au compteur. 83 soldats allemands fauchés par elle. Elle figure déjà parmi les snipers les plus prolifiques de l'armée rouge, hommes ou femmes. La plupart ne survivent pas au premier mois. Espérance de vie moyenne, 6 semaines. Ludmila combat depuis 3 mois. Elle excelle. Sébastopol se mue en enfer terrestre. Les Allemands enserrent la ville. 250 000 soldats, 2000 pièces d'artillerie, 450 avions. Ils martèlent la cité sans relâche, jour et nuit. Toute l'agglomération n'est plus que décombres. Les édifices s'écroulent. Les rues s'effacent. Le sol n'est que cratères et dépouilles, mais les Soviétiques refusent de capituler. Ils ne peuvent pas. Sébastopol est le dernier bastion soviétique en Crimée. Si Sébastopol tombe, toute la péninsule suivra. Les Allemands disposeront d'une voie libre vers les champs pétrolifères du Caucase. C'est ici que Ludmila Pavlychenko entre dans la légende. Les décombres de Sébastopol offrent un terrain idéal pour une tireuse d'élite. Des innombrables cachettes potentielles, des lignes de visée étendues, un chaos omniprésent. Fumée, poussière, tirs d'artillerie. Les Allemands ne parviennent ni à la localiser, ni à anticiper ses actions, ni à l'arrêter. Elle abat des officiers allemands, des servants de pièces d'artillerie, des mitrailleurs, quiconque commet l'imprudence de se montrer. Elle traque, elle guette. Toute l'armée allemande constitue sa proie. Sa technique est basique, mais redoutablement efficace. Elle repère ses positions sous le couvert de la nuit, choisit un abri offrant une vue dégagée et une protection solide. Elle s'installe avant l'aube, attend, parfois des heures, parfois des jours entiers. Et quand une cible se présente, elle tire. Un seul coup, une seule victime, telle est sa devise. L'effet psychologique est dévastateur. Les soldats allemands à Sébastopol savent qu'une sniper soviétique rôde quelque part. Ils sont conscients qu'elle a déjà éliminé des dizaines de leurs camarades. Ils se doutent qu'elle pourrait les observer en ce moment précis. Cela les rend paranoïaques, terrifiés à l'idée de bouger, d'utiliser des jumelles, de se redresser pleinement, d'allumer une cigarette. La peur frappe aussi fort que les balles. Le commandement allemand devient obsédé par l'idée de l'éliminer. Ils déploient leurs meilleurs tireurs. Des hommes totalisant 50, 60, voire 80 tués à leur actif. Des experts d'élite venus de tout le front de l'Est. Un à un, Ludmila Pavlychenko les neutralise tous. Un affrontement en particulier passe à la postérité. Décembre 1941, un sniper allemand débarque à Sébastopol. Sergent-chef, vétéran des campagnes de Pologne et de France, le meilleur tireur de la Wehrmacht. 89 confirmations de tués. Il a été envoyé ici pour abattre cette femme soviétique qui sème la terreur parmi les troupes allemandes. Ses instructions sont claires. La traquer, la supprimer, rétablir l'honneur allemand. Le duel s'étire sur 3 jours. Premier jour. L'Allemand s'établit dans une église en ruine. Un poste avantageux. Altitude supérieure. Mur de pierre pour se protéger. Plusieurs angles de tir possibles. Il est patient, méthodique. Il sait que Ludmila Pavlychenko est là, quelque part. Il guette sa faille. Elle ne tire pas, ne se dévoile pas. Elle observe, étudie ses habitudes, ses regards, ses déplacements, sa façon de raisonner. Elle inverse les rôles, le chasseur devient la proie. Deuxième jour, l'Allemand commence à s'impatienter. Il tient sa position depuis 24 heures. Aucune cible, aucun signe. Il tire sur des ombres, sur des mouvements suspects qui pourraient être elle, sur tout ce qui paraît louche. Il se trahit ainsi, commet des erreurs. Précisément ce que Ludmila Pavlychenko espère. Elle persévère dans l'attente, toujours la patience. Elle sait qu'il craquera. Ils craquent tous. Troisième jour, à l'aube. L'Allemand commet son erreur fatale.
il déplace son poste de seulement 3 mètres. Il croit être malin, varier sa routine, se rendre imprévisible. Ludmila Pavlychenko l'a surveillé pendant 72 heures. Elle avait anticipé ce geste précis. Elle est déjà en place, visée réglée, immobile au même endroit depuis 3 jours. Sans manger, sans boire, sans dormir, juste en embuscade. Dès qu'il s'installe dans sa nouvelle cache, elle presse la détente. Un tir unique, à travers l'ouverture étroite dans les débris qu'il pensait sécuriser, droit dans le crâne. Le meilleur tireur de la Wehrmacht gît mort, abattu par une soviétique de 24 ans qui le surpassait en poids. Son palmarès final, 89 tués. Celui de Ludmila Pavlychenko atteint désormais 127. L'anecdote se propage dans les deux camps. Les Allemands tremblent de peur. Leur sniper le plus redoutable a succombé à la traqueuse soviétique. Si lui n'a pas pu l'arrêter, qui le pourra? Les Soviétiques, eux, s'enflamment d'enthousiasme. Pavlychenko démontre que les fascistes sont vulnérables, que les femmes soviétiques valent les hommes, que le courage et le talent priment sur le sexe ou la propagande. Mais Ludmila Pavlychenko se moque du symbolisme, se moque du moral des troupes, se moque d'entrer dans l'histoire. Elle continue simplement à tuer. Toujours. Décembre 1941. Le siège s'accroît en violence. L'artillerie allemande martèle Sébastopol sans relâche. Obusiers de 150 mm, mortiers de 210 mm, canons ferroviaires lançant des projectiles gros comme des petites voitures. La ville est méconnaissable, seulement des cratères, des gravats et des cadavres. Les défenseurs crèvent de faim, manquent de munitions, perdent tout espoir. Pourtant, ils résistent, car capituler équivaut à la mort. Les Allemands ne font plus de prisonniers. Pas après ce que les Soviétiques ont infligé à Moscou. Ludmila Pavlychenko épuise ses cibles. Les Allemands ont appris à se terrer, à se déplacer de nuit, à éviter de se découper sur le ciel. Elle en a éliminé tant que les rescapés la craignent vraiment. Ils la surnomment la traqueuse, le fantôme, la mort incarnée. Les soldats allemands murmurent son nom, comme une malédiction. Pavlychenko, si tu l'aperçois, tu es déjà condamné. Elle s'adapte, se consacre désormais aux snipers allemands. Ce sont les seuls à oser encore ou à être assez fous pour s'exposer. Cela tourne à un jeu d'échecs, les tireurs d'élite allemands contre la traqueuse soviétique. Elle l'emporte à chaque fois. En janvier 1942, Ludmila Pavlychenko totalise 187 confirmations de tués. Elle est à bout de force, n'a pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis des mois, n'a pas eu de repas chaud depuis des semaines. Elle a perdu 30 livres. Ses mains tremblent à cause de la malnutrition et du stress. Mais elle continue de tirer car que pourrait-elle faire d'autre? Se rendre? Mourir? Aucune de ces options n'est envisageable. Les snipers allemands commencent à formuler des hypothèses sur elle. Certains imaginent qu'il s'agit en réalité d'une équipe de tireurs utilisant le même pseudonyme. Aucune personne seule ne pourrait accumuler autant de victimes. Aucune personne seule ne tiendrait aussi longtemps. D'autres la croient homme, une propagande soviétique déguisant un sniper masculin en femme pour humilier la Wehrmacht, pour faire douter les soldats allemands de leur force. Ils se trompent. Elle est bien réelle. Une unique femme qui les abat sans relâche. Février 1942. Une équipe de snipers allemands prépare un piège sophistiqué. Ils ont analysé ses habitudes. Ils estiment savoir où elle se postera. Ils placent 3 tireurs dans des champs de tir croisés. Dès qu'elle tirera, ils localiseront sa position et l'élimineront. C'est un stratagème solide, minutieusement conçu. Il manque de peu son effet. Ludmila Pavlychenko fait feu, abattant un officier allemand à 700 mètres. Les 3 snipers ripostent aussitôt sur son emplacement supposé. Les balles sifflent à travers le cadre de fenêtre qu'elle occupait au passé. Elle s'est déplacée pile après son tir. Une règle de base.
jamais demeurer au même endroit une fois le coup parti. Les projectiles allemands ne frappent que le vide. Des débris, des briques brisées, rien de vital. Elles se repositionnent déjà, contournant le terrain, approchant par un autre flanc. E. imitait son ancienne position, aux aguets d'un mouvement, espérant une erreur de sa part. Elle surgit par derrière. Elle les descend tous les trois, l'un après l'autre, sans temps mort. Ils ne la voient jamais. Ils ignorent ce qui les frappe avant que les balles n'arrivent. Le piège se mue en leur tombeau. Et voilà ce que les Allemands ne parviennent pas à saisir. Ce qui les effraie plus que les morts qu'elles sèment. Parfois, après un tir particulièrement précis, Ludmila Pavlychenko esquisse un sourire. Pas un grand éclat, pas un rire, juste un léger sourire de contentement. Celui de qui vient d'accomplir une tâche ardue à la perfection. Celui d'une artisane fière de son ouvrage. Les Allemands rescapés de ces assauts le rapportent. La sniper soviétique sourit en tuant. C'est inhumain, monstrueux. Quel genre d'individu sourit en ôtant des vies? Ils ne conçoivent pas. Ce n'est ni de la joie, ni de la cruauté. C'est de la satisfaction. Un fasciste de moins. Une petite victoire de plus. Un pas de plus vers la survie. Est-ce répréhensible? Peut-être. Mais la morale se complique quand on lutte pour sa peau. Quand sa ville est rasée, quand ses camarades tombent tout autour, quand l'ennemi vise à asservir toute une nation, Ludmila Pavlychenko sourit car l'autre choix est le désespoir. Et le désespoir vous mène à la mort. Mars 1942. Le nombre de victimes de Ludmila Pavlychenko dépasse les 200. Elle est désormais la sniper féminine la plus efficace de l'histoire. Personne d'autre n'approche de son score. La machine de propagande soviétique la repère. Ils entendent exploiter son récit pour remonter le moral, démontrer au monde que les femmes soviétiques sont des combattantes acharnées. Ils dépêchent un journaliste pour l'interviewer, prendre des clichés. Elle accepte à contre-cœur. Un entretien, une photo. Puis elle retourne à la chasse. La photographie se diffuse dans toute l'Union soviétique. Ludmila Pavlychenko, menue, jolie, ne ressemble pas à une tueuse, tenant son fusil Mosin Nagant, fixant l'objectif droit dans les yeux. Pas de sourire, pas d'émotion, juste une détermination glaciale. La légende dit « 200 fascistes abattus. Et vous, combien en avez-vous tué ?» Les femmes soviétiques voient cette image et s'inscrivent en masse aux écoles de snipers. Si elle y parvient, elles le peuvent aussi. Ludmila ne le sait pas encore, mais elle a lancé un mouvement, motivé des milliers de femmes à se battre. Pourtant, elle reste à Sébastopol, à traquer les Allemands, à survivre, tandis que tout s'effondre autour d'elle. Avril 1942, les Allemands déclenchent leur assaut final sur Sébastopol. L'opération Sturgeon Catch, 200 000 soldats, 1000 pièces d'artillerie. Ils vont raser la ville une bonne fois pour toutes. Le pilonnage est apocalyptique. La plus dense concentration d'artillerie sur le front de l'Est. Les Allemands déversent 50 000 obus par jour sur Sébastopol. Le sol tremble sans cesse. Les édifices s'écroulent. L'air est saturé de poussière, de fumée et d'odeur de cadavres. Ludmila Pavlychenko tire sans discontinuer, même tandis que le monde s'effrite près d'elle. Même si ses postes sont pulvérisés par les canons, même si ses frères d'armes périssent à ses côtés, elle en est à 257 confirmations maintenant. Les Allemands connaissent son nom. Ils ont mis une prime sur sa tête. Tout soldat qui abat la chasseuse soviétique reçoit une croix de fer et 2 semaines de permission à Berlin. Personne ne touche la récompense. Mai 1942, Ludmila Pavlychenko chasse près de la crête de Sapoun. Position défensive clé, dominant Sébastopol. Elle est blottie dans un entonnoir, abri solide, scrutant les cibles à travers sa lunette. Une équipe de mortiers allemands s'installe à 600 mètres. Ils se préparent à bombarder les lignes soviétiques. Cible idéale. Elle vise la tête du servant. Elle expire. Elle presse la détente. Le servant s'effondre.
Son équipe se disperse comme des oiseaux effarouchés. Elle recharge, suit le tireur adjoint, tire de nouveau. Il tombe à son tour. Puis, le monde explose. Un tir de contre-batterie allemand. Ils ont repéré l'éclair du canon. Des obus d'artillerie s'abattent tout autour de son entonnoir. La déflagration la projette contre la paroi comme une poupée de chiffon. Ses oreilles bourdonnent. Elle n'entend rien d'autre qu'un sifflement aigu. La fumée et la poussière l'aveuglent. Elle inspecte son corps à la recherche de blessures. Du sang sur son visage. Beaucoup de sang. Des éclats de métal incrustés dans ses joues et son front. Elle les sent, mais impossible de juger la gravité. Plus crucial encore, ses yeux. Elle cligne des paupières. Tout est flou. Peut-être à cause du choc ou du sang. Elle essuie son visage d'une main tremblante. Sa vue s'éclaircit un peu. Elle y voit. C'est l'essentiel. Son fusil est intact. La lunette a tenu. Un vrai miracle. Elle reste terrée dans l'entonnoir jusqu'à ce que le pilonnage cesse, puis elle rampe dehors. Lentement, prudemment, vers les lignes soviétiques. On soigne ses plaies. Le médecin insiste pour l'évacuer, l'envoyer à l'hôpital, l'éloigner du front. « Je peux encore tirer », lui dit-elle. Sa voix reste ferme, malgré le sang qui coule sur son visage. « Je reste. » Les cicatrices des éclats sur son visage seront éternelles. De petites marques blanches sur ses joues et son front, comme si on l'avait gravé d'un couteau. Les cicatrices, elle s'en fiche. Ce qui compte, c'est abattre des Allemands. Juin 1942. Le siège entre dans sa phase ultime. Les Allemands sont dans la ville, combat de rue, maison par maison, pièce par pièce, acharnés, sanglants, comme au Moyen Âge. Ludmila Pavlyuchenko continue de sniper, de traquer. Elle s'est adaptée au combat urbain. Elle tire des fenêtres, à travers les brèches des murs, des toits, de n'importe quel poste offrant un angle sur l'ennemi. Son tableau de chasse dépasse les 300. 300 soldats allemands tués de sa main. Elle en a éliminé plus que bien des compagnies, plus que certaines bataillons. Une seule femme avec un fusil a infligé plus de dégâts que des milliers de soldats. Le commandement soviétique comprend qu'elle est trop précieuse pour risquer sa vie. Elle n'est plus seulement une tireuse d'élite, elle est un symbole, la preuve que l'Union soviétique peut remporter cette guerre. Ils veulent la garder en vie, diffuser son histoire. Le 14 juin 1942. Ludmila tire d'une usine en ruine. Les murs ont presque disparu, ne restent que des poutres d'acier et des décombres, mais les lignes de vue sont excellentes. Elle aperçoit les positions allemandes de l'autre côté du secteur. 2 soldats allemands traversent son champ de tir, courant vers un abri. Elle les abat tous les deux. 2 tirs, 2 cadavres. La routine, une journée comme une autre. Puis l'artillerie frappe. Des obusiers allemands de 150 mm. L'usine entière s'effondre. Des tonnes de béton et d'acier qui s'écroulent. Le monde se réduit au bruit, à la douleur, à l'obscurité. Elle est ensevelie sous les débris. Impossible de bouger, de respirer, de voir. C'est fini. C'est ainsi qu'elle mourra. Enterrée vivante sous un bombardement allemand. Après 10 mois de combat, après 309 tués confirmés. Après tout ça, des soldats soviétiques la dégagent. Ils entendent sa toux sous les gravats. Ils passent 20 minutes à déplacer béton et poutrelles à main nue. Enfin, ils la libèrent. Elle est vivante, à peine. Des blessures d'éclat partout sur le corps. Commotion, peut-être des lésions internes. Elle crache du sang. Ses côtes sont cassées. Peut-être la colonne vertébrale. Cette fois, pas de discussion. Ils l'évacuent, la mettent sur un sous-marin. Le dernier convoi hors de Sébastopol, avant la chute de la ville. La guerre de Ludmila Pavlyuchenko est terminée. Compte final, 309 confirmés. Parmi eux, 36 snipers allemands. La tireuse d'élite féminine la plus efficace de l'histoire. Elle a 25 ans. Ludmila Pavlyuchenko a survécu à Sébastopol. 309 tués confirmés. Héros de l'Union soviétique. La plus haute distinction de son pays. Elle devrait fêter ça
en être fière. Au lieu de quoi, elle est brisée physiquement. Mentalement, spirituellement, la guerre lui a tout pris. Sa santé, son innocence, sa capacité à dormir sans cauchemar, à regarder un autre humain sans estimer la distance jusqu'à son crâne. 10 mois à tuer. 10 mois couchés dans les ruines à observer des hommes mourir au travers d'une lunette. 10 mois à appuyer sur la détente, à voir des têtes exploser, des corps s'effondrer, la lumière s'éteindre dans des yeux humains. 309 fois. On croit que tuer devient plus facile, que après le premier, les autres ne comptent plus. Erreur. Chaque mort laisse une trace. Chaque vie que l'on ôte vous enlève un morceau de vous. À la fin, il ne reste presque rien. Ludmila Pavlychenko a 25 ans et semble déjà millénaire. Elle porte un fardeau que nul ne devrait endosser. Les visages de 309 hommes. La certitude qu'elle a mis fin à leurs jours, qu'ils avaient des familles, des amis, des rêves, et qu'elle a tout balayé d'une simple pression sur la gâchette. Le gouvernement soviétique a des projets pour elle, des projets immenses. Elle est trop célèbre pour repartir au combat, trop utile pour la propagande. Ils veulent la garder en vie, propager son récit, l'utiliser pour motiver les autres. Staline en personne la reçoit à Moscou. « Tu as fait ta part, lui dit-il. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses autre chose. Va en Amérique. Raconte-leur ce que font les fascistes. Convainc-les d'ouvrir un second front. L'Union soviétique agonise. Les Allemands sont aux portes de Stalingrad. L'armée rouge saigne à blanc. Ils ont besoin que les Américains et les Britanniques envahissent l'Europe occidentale. Attirer les divisions allemandes loin de l'Est. Ludmila ne veut pas y aller. Elle aspire à guérir, à se remettre, à trouver un moyen de coexister avec ce qu'elle a accompli. Staline lui précise que ce n'est pas une simple suggestion. Tu pars pour l'Amérique, c'est un ordre. En septembre 1942, Ludmila Pavlychenko atterrit à Washington, D.C. La presse américaine l'accueille à l'aéroport. Ils s'attendent à une combattante endurcie, une tueuse impitoyable, avec 309 victimes confirmées. À la place, ils découvrent une jeune femme menue et jolie de 25 ans, vêtue d'un uniforme militaire soviétique. Cette contradiction les déconcerte profondément. La première question d'un journaliste américain: les femmes soviétiques se maquillent-elles au front? Ludmila Pavlychenko le fixe du regard. Elle a abattu 309 hommes. Elle a subi des bombardements, été ensevelie vivante, blessée à plusieurs reprises. Des cicatrices de shrapnel marquent son visage, et ce reporter américain s'intéresse au maquillage. Il n'y a pas d'interdiction à cela, répond-elle par l'intermédiaire de la traductrice. Mais nous n'avons pas le temps pour ça. Nous sommes trop occupés à éliminer les fascistes qui cherchent à anéantir notre patrie. La presse américaine ne sait plus sur quel pied danser face à elle. Ils écriment sur son uniforme, sa coiffure, son apparence physique. Ils insistent surtout, sauf sur ses exploits au combat. Un journal titre « La jeune sniper prend du plaisir à graver son arme ». Comme si elle était une gamine, comme si ces 309 Allemands morts étaient un simple divertissement. Ludmila Pavlychenko bout de rage, mais elle se retient. Staline l'a envoyée là pour une mission précise, persuader l'Amérique d'intervenir. Elle pose donc pour les photographes, accorde des entretiens, endosse le rôle. En privé, elle bouillonne. Eleanor Roosevelt lui porte secours. La première dame l'invite à la Maison-Blanche. Elles se rencontrent en tête-à-tête, sans médias, sans comédie, juste deux femmes en conversation. Eleanor saisit tout. Elle perçoit la fatigue, le traumatisme, le fardeau. Elle se fait son amie, sa porte-parole, sa sauvegarde. Pendant des mois, Ludmila traverse l'Amérique, discours dans des meetings, à l'université, dans les usines. Elle expose aux Américains la réalité de la guerre, les atrocités nazies, les millions de morts, pendant que l'Amérique hésite lors de l'Assemblée internationale des étudiants. Elle interpelle les jeunes hommes, les étudiants aisés, ces messieurs bien protégés. J'ai 25 ans
et j'ai déjà éliminé 309 envahisseurs fascistes. Ne croyez-vous pas, messieurs, que vous vous cachez derrière mon dos depuis trop longtemps? » La salle se fige. Elle vient de défier tous les hommes américains, de les taxer de lâcheté. Pendant qu'elle tuait. C'est le discours le plus percutant de sa tournée. L'histoire se propage. Les dons explosent. La pression publique pour un second front s'intensifie. En décembre 1942, Ludmila Pavlychenko regagne l'Union soviétique. Objectif atteint. Mais elle ne retourne pas au front. Ses blessures sont trop graves. Elle devient instructrice, formant la nouvelle génération de snipers. Elle leur transmet tout. La patience, les techniques de terrain, la survie. Surtout, comment porter le poids de leurs actes. L'Allemagne capitule. La guerre s'achève. Ludmila a survécu. 309 tués confirmés. Plus de médailles qu'elle n'en peut porter. Plus de cicatrices qu'elle n'en peut dénombrer. Elle reprend ses études, achève son diplôme d'histoire, obtient son doctorat, devient docteur Ludmila Mikhailovna Pavlychenko. Elle mène une vie académique discrète. Elle n'évoque la guerre que contrainte et forcée. Quand les étudiants l'interrogent sur Sébastopol, elle répond brièvement et élude le sujet. Le 10 octobre 1974, à Moscou. Ludmila Mikhailovna Pavlychenko décède à 58 ans, un AVC foudroyant. On l'inhume au cimetière de Novodievitchi. Parmi les héros, sa tombe est modeste. Son nom, c'est date. Héroïne de l'Union soviétique, sans allusion à ses 309 victimes. Juste une femme qui a accompli son devoir. Ludmila Pavlychenko n'a pas démontré que les femmes pouvaient se battre. Elle a montré que la guerre ignore le genre, ne retenant que ceux prêts à faire le nécessaire. Elle a souri à 309 fascistes. Ils ne l'ont jamais vue, n'ont eu aucune chance. Et quand ils ont compris qu'ils étaient traqués, il était trop tard. Ce n'est pas de l'émancipation, c'est de la survie. Et Ludmila Pavlychenko fut la meilleure qui soit.